préciser la différence entre conditionnement et détermination. Un conditionnement, c'est ce qui joue sur l'exercice d'une chose. Quand je suis conditionné, je sais pas moi, s'il fait très chaud, je réfléchis plus difficilement, par exemple. Donc je suis conditionné par la chaleur, et donc quand il fait trop chaud, j'ai tendance à m'endormir sur pied, donc je ne peux plus réfléchir. Donc ça regarde l'exercice. Ce qui détermine, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'exercice. C'est que ça touche ce qu'est une réalité ou ça touche sa finalité. Dans une pensée qui met la liberté au premier plan, on va penser qu'une détermination est un conditionnement insupportable. Et de ne pas pouvoir faire ce que je veux, c'est quelque chose qui va me déterminer. Plus exactement, si je dis qu'il y a une détermination, je ne pourrai plus faire ce que je veux, et donc je prendrai une détermination comme une espèce de limite et comme quelque chose qui va me conditionner de façon négative. La détermination regarde vraiment ce qui fait que je suis pleinement ce que je suis, ou que je deviens vraiment ce que je dois être. C'est pour ça que la détermination au sens le plus fort, c'est la finalité. En vue de quoi ? Alors, par exemple, pour ce qu'on a vu ce matin, il n'y a pas une vraie finalité absolue dans l'œuvre d'art, mais on pourrait dire, je ne sais pas moi, une chaise en vue de pouvoir bien s'asseoir. C'est une utilité, c'est une fin-effet qui fait que l'objet est bien adapté à ce pourquoi je l'ai fait. Je l'ai construit. Mais par contre, des fois, quand le conditionnement devient énorme, par exemple, ça risque peut-être de nous arriver cet hiver, j'espère que je ne suis pas prophète, mais autant les premiers flocons sont merveilleux, c'est joli, les premiers flocons de neige, s'il neige autant qu'il pleut, ce conditionnement, parce que la neige est un conditionnement, comme les feuilles là sur la route, comme le disait frère Ange, il nous disait faites attention aux feuilles sur la route, parce que c'est comme du verre, ça conditionne, ça regarde l'exercice, il faut que je risque de déraper, donc il faut que je conduise avec plus de prudence, étant donné que ces feuilles ou de cette neige, quand le conditionnement devient trop fort, il peut déterminer, c'est-à-dire il va comme étouffer. S'il y a 2 mètres de neige, alors c'est encore joli, peut-être c'est beau, mais c'est un conditionnement qui va déterminer, c'est-à-dire que je ne pourrai plus bouger. Donc un conditionnement peut devenir une détermination. Par exemple, la maladie, par exemple, va faire que mon corps, au lieu d'être mon conditionnement, puisque j'exerce toute ma vie humaine à travers mon corps, et je ne peux pas l'exercer à travers autre chose que mon corps, il est fait pour cela, donc il me conditionne. Quand il est malade ou quand il est, je ne sais pas, accidenté, ce conditionnement peut devenir une limite. Et alors il devient une détermination absolue, si j'ose dire, quand par exemple, la mort par exemple, c'est un conditionnement qui s'impose tellement qu'il empêche tout exercice. Il vient me déterminer négativement. Vous voyez ? Mais normalement, la détermination ne se prend pas du conditionnement, mais le conditionnement permet un exercice dans la lumière de la détermination.
Ça va? Être déterminé, c'est pas être limité, c'est pas être amputé. Au contraire, rien n'est pire que le flou. L'indétermination. Le contraire de la détermination, c'est l'indétermination. Quelqu'un qui est indéterminé. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Je ferais bien peut-être ça. Non, peut-être je ferais le contraire. Non, peut-être. Oui, c'est ça une indétermination. Et oui, dans l'indétermination, c'est comme un avortement. Rien n'aboutit en fait. Rien mûrit, rien n'aboutit. C'est pour ça que la détermination est une chose qui est bonne profondément. Mais elle n'est pas fermée à la forme seulement, la détermination va juste à la finalité, en vue de quoi je suis. Oui. Alors, la différence entre détermination et obstination. Détermination est intelligente que l'obstination est intelligente. Alors l'obstination, on dirait au niveau de la vie spirituelle, c'est la volonté propre. Alors, je ne suis que ce que je pense. D'accord. Donc c'est ce que je pense, c'est ce que je veux qui doit passer à tout prix. Donc ça devient obstiné. C'est-à-dire ça n'a plus de rapport au réel, ça a rapport à une idée que j'ai et que je veux faire à tout prix aboutir. Et donc en fait je ne reçois plus le réel. Je ne reçois plus l'autre surtout, si je suis obstiné. Et généralement on est obstiné par rapport à un résultat, on est obstiné par rapport à une efficacité, on est obstiné par... C'est autre chose que de la persévérance. Oui, la persévérance, c'est avoir de la force dans la durée pour pouvoir faire aboutir quelque chose, mais en tenant compte de la réalité, des changements de situation, des personnes et tout ça. Tandis que l'obstination, elle est subjective. Quoi qu'on me dise, quoi qu'il se passe, quoi que je vois, c'est ce que je veux qui doit se faire. C'est ça, obstiné. On dirait que c'est une obsession, presque. Vous voyez, c'est pas de la fermeté dans la volonté, vous voyez. C'est toxique, l'obstination, parce qu'elle ne reçoit pas le réel en temps réel, si j'ose dire. Je veux à tout prix qu'aboutisse quelque chose qui se transforme en un idéal, sans tenir compte, alors surtout dans la vie profonde, des signes de la providence. Vous voyez. Dans l'obstination, il y a une rigidité absolue. C'est pour ça que de vivre avec des gens obstinés, c'est difficile parce qu'ils sont rivés sur leur objectif. Mais généralement, l'obstination, c'est une défense. C'est une défense vis-à-vis d'une certaine précarité de la réalité, du changement. Et donc c'est une espèce de... C'est comme des murailles, quoi, comme une forteresse. Et je veux tenir envers et contre tout. Alors pour des bonnes choses, alors c'est plus de l'obstination, ça s'appelle après de la persévérance. Et la persévérance reste toujours ouverte vraiment à la réalité, ou à la vérité. Mais que l'obstination est en rapport avec ce que moi j'ai conclu. Ce que moi je pense qui est bon. Ce que moi je pense qui doit se réaliser. C'est pour ça que généralement, elle finit par détruire ce qu'elle a construit. L'obstination. C'est l'efficacité pour elle-même qui finit par se retourner contre elle-même. Vous pouvez regarder ça dans beaucoup de domaines. Quand je ne regarde plus que l'efficacité, quand je la pousse jusqu'au bout, l'efficacité finit par se retourner contre elle-même. Et elle finit par détruire ce qu'elle a fait. Contrairement à la fécondité, qui au contraire se développe parce que la fécondité n'a pas en vue seulement l'efficacité. Elle regarde bien les personnes et tout ça. C'est pour ça que l'obstination, c'est un vice. C'est pas une vertu. La persévérance est une vertu, la patience, je sais pas quoi, tout ça qui permet de durer dans l'adversité et tout ça. Tandis que l'obstination, c'est un sous-produit
c'est un sous-produit de l'ego, enfin, finalement de l'orgueil, hein, parce que de penser que de toute façon j'ai raison contre tout le monde. Je peux peut-être avoir raison contre tout le monde, mais c'est pas en tant que j'ai raison contre tout le monde, c'est tant que la vérité est ce qu'elle est. C'est pas moi qui ai raison contre tout le monde, c'est la vérité qui est ce qu'elle est. Le réel est ce qu'il est. Tout le monde peut se tromper. Mais je peux dire, voilà, c'est pas moi qui ai raison contre tout le monde, je ne cherche pas à avoir raison. Je continue de dire, là est la lumière. Ça va à peu près? Par exemple, pour réaliser quelque chose, l'obstination, oui, quand quelqu'un s'obstine, il peut vraiment tout détruire. Vous voulez à tout prix vous obstiner à faire quelque chose, au lieu de prendre du recul, de regarder la chose d'une manière nouvelle, de voir s'il n'y a pas un autre moyen d'aboutir, si c'est vraiment ce qu'il faut faire, et de cette manière-là, à force, je peux casser ce que j'ai commencé. Vous voyez souvent des gens qui s'obstinent sur quelque chose et ça se termine mal. Ça se casse. Est-ce que la détermination a un rapport avec l'espérance? Alors l'espérance c'est une vertu théologale, mais bien entendu l'espérance regarde une promesse d'un bien non encore possédé, donc c'est éminemment déterminant. La promesse d'un bien, pour nous, la promesse d'être chez nous, chez le Père, c'est une très forte détermination. Donc, notre espérance, je ne sais pas, dans les messes des défunts qu'on a pu célébrer hier, il y a souvent ça. J'en suis sûr, je le verrai de mes yeux. Mon Dieu sera à moi et je serai à lui. Hein, dans Job 19, par exemple. Et c'est repris dans plusieurs... c'est pas... Le futur du croyant est déterminé. Même si je ne sais pas ni quand, ni comment, ni quoi, mais je suis sûr de ma vocation ultime, c'est-à-dire de voir mon Père face à et d'être semblable à lui, comme dit la première épître de Saint Jean. C'est pas un château en Espagne, c'est pas une espèce de rêve, non. Mais évidemment, si je vis le contraire, je ne peux pas être indifférent au Père et être sûr de le voir un jour face à face. Non, si je vis sans lui, je suis sûr d'être au bout de ne pas le voir, de ne jamais le voir. C'est parce que c'est une détermination vivante, vitale, qui est une finalité, hein, et qui va s'incarner aussi à travers une forme. Donc les commandements. Et spécialement, cet unique commandement de nous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Je ne peux pas voir un jour le Père et de ne pas nous aimer, puisque le Père est amour. Donc il y a une forme qui porte qui découle d'une fin. Ce n'est pas une promesse suspendue. Ce n'est pas une promesse indépendamment de ma vie. Et on comprend que l'unique commandement qui porte tous les autres, hein, ce que je vous commande, c'est de vous aimer. On comprend. Ça, ce commandement fait de nous des frères. Si je vis l'autre comme mon frère, je rends présent mon Père, notre Père. Donc je suis vraiment, actuellement, fils de mon Père. Si je regarde l'autre comme mon frère, je l'aime. Vous comprenez ça? On n'a pas non plus... Alors, ce qu'on a découvert à partir de cette première expérience, hein, ces 4 ou 5 lignes d'interrogation pour découvrir tout le relief, la profondeur du réel, hein, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela? En quoi? La matière. D'où cela vient-il? Sur le modèle de quoi tu as fait ça?
Qu'est-ce que tu avais en vue quand tu as fait ça? Hein, ou quand vous voyez, vous allez dans l'atelier d'un artiste, vous êtes il est en train de faire son œuvre, vous vous demandez, mais tu veux faire quoi? Enfin, qu'est-ce que tu as en vue dans ce que tu es en train de faire? Donc, vous voyez, ça s'appelle... On va voir qu'on va découvrir ce qu'on appelle des causes. Ce qui cause la réalité. Ce qui est cause de la réalité. Vous voyez, dans la science moderne, vous ne touchez pas de cause au sens fort, vous touchez des lois. La science moderne, elle met en lumière des lois, c'est-à-dire des liens de nécessité entre un antécédent et un conséquent. Si A, alors B. Si A se réalise, alors, implication, nécessairement B se réalise. Ça, c'est une loi. Il y a une nécessité, puisque quand A est réalisé, alors B se réalise. Si A ne se réalise pas, alors B ne se réalise pas. C'est comme ça que marche le chauffage. Quand A a cette température, alors B ouvre la vanne. Sur le domaine du conditionnement. Alors, la loi regarde, oui, beaucoup le conditionnement, et la science va découvrir les lois du conditionnement. C'est pour ça que, par exemple, les lois du conditionnement humain, psychique par exemple, c'est ce que cherche la psychologie. Les lois du conditionnement humain, et donc aussi là où le conditionnement humain psychologique est bloqué. Et donc comment le débloquer. Mais ce n'est pas l'homme, au sens pur du terme, c'est son fonctionnement. L'homme est plus que son fonctionnement. C'est pour ça que la psychologie ne peut pas me faire découvrir vraiment ce qu'est la personne humaine. Des aspects pas négligeables, précieux quand c'est bloqué, mais la personne est plus que son conditionnement, dans lequel je découvre des lois. Et spécialement la science, et qu'est-ce qu'elle explore? Elle explore la matière. La matière, pas seulement au niveau très, je dirais macroscopique, pas de manière, vous voyez, la matière au sens un peu brutal, la matière a des dimensions extrêmement subtiles. Plus la physique progresse, plus on voit une dimension extrêmement subtile de la matière. Toute la physique quantique montre bien que la matière est vibratoire. Le vibratoire n'est pas spirituel. On va croire, mais oui, c'est spirituel, donc la matière et l'esprit, c'est la même chose. Non. Le vibratoire est matériel, mais subtil. Et donc là, je peux découvrir plein de lois, et je peux voir que dans ce domaine-là, dans le domaine quantique, par exemple, les lois massives de la matière quotidienne ne sont plus les mêmes. Il y a comme des paradoxes. D'où vous connaissez tout, l'espèce de dualité. Est-ce que la matière est corpusculaire ou bien est-ce qu'elle est ondulatoire? Est-ce que c'est des particules ou bien est-ce que c'est des ondes? Vous voyez? Ça exprime cette dimension très fluente de la matière, vous voyez, qui devient très subtile. Que vous voyez, par exemple, quand vous voyez un banc de poissons, par exemple, là vous allez à l'étang, là-haut, vous voyez les petits poissons sur le bord, et vous voyez qu'ils bougent. Ils peuvent être 30, mais alors si vous voyez aussi des vols d'oiseaux, c'est la même chose. Ils font des figures instantanément, dans une totale harmonie. C'est impossible que ça se fasse par des signaux mécaniques. Nous, on pense toujours mécaniquement. Or, la matière, elle marche, elle est informationnelle. Plus que mécanique. Alors, la mécanique, c'est une manière très grossière
de choses, mais quand on va plus profond dans la matière, on voit que des modèles mécaniques ne peuvent plus rendre compte des performances de la matière. Et spécialement quand la vie est dans la matière, quand la matière est vivante. Alors là, les capacités, les dimensions beaucoup plus subtiles de la matière est beaucoup plus mises en avant que quand vous mettez des pierres les unes sur les autres, vous voyez, ou quand vous ouvrez votre serrure avec votre vieille clé. L'exemple, c'est des serrures d'église, hein, des grosses clés avec une grande serrure. C'est comme ça qu'on a pensé longtemps, vous voyez, pendant 20-30 ans, hein. Par exemple, l'interaction moléculaire dans le vivant, comme une serrure et des clés. Alors, c'est vrai à un premier domaine, mais après, ça n'explique plus la subtilité des phénomènes vitaux. Bon, mais tout ça, c'est le conditionnement. Donc, il y a des lois. Mais des lois de plus en plus... des lois avec des principes d'incertitude, hein, vous voyez. Si je regarde le principe d'incertitude d'Heisenberg, par exemple, vous voyez, je ne peux pas savoir en même temps la position et la vitesse d'une particule. C'est devenir est extrêmement, extrêmement subtil. C'est extraordinaire la matière, hein, au sens... Il faut être Dieu pour penser la matière. Donc ça, c'est des relations. Quand un membre est réalisé, obligatoirement l'autre. Donc il y a une nécessité. C'est une relation de nécessité. Ce n'est pas une cause. La cause, c'est ce qui cause. Oui. Ce qui fait, par exemple, quelle est la cause d'une chaise, au sens fort? C'est que j'ai besoin de m'asseoir. Il faut que je puisse m'asseoir. C'est la nécessité de s'asseoir d'un homme qui est au fond la cause ultime d'une chaise. Après, il y a une cause prochaine, c'est celui qui imagine la chaise et comment il va la faire, selon les besoins et la finalité, peut-être quel genre de chaise il faut. Si c'est une chaise pour taper à la machine, si c'est une chaise pour se reposer, si c'est une chaise pour... j'en sais rien, enfin oui, il y a beaucoup de formes de chaises. Même déjà artisanalement, quand on a je ne sais pas s'il y a un musée des chaises, mais ce serait intéressant de voir toutes les manières dont l'homme a pensé s'asseoir, et comment, et pourquoi, et dans quelles conditions, et avec qui, seul, et, vous voyez, ou pour travailler, ou pour faire... Vous savez, c'est extraordinaire, hein. Voilà, donc la cause déterminante de la chaise, d'une certaine manière, ce sera l'artisan. Il a conçu cette chaise. C'est aussi lui, ou bien ses ouvriers, qui sont une cause efficace. C'est celui qui l'a réalisée. Ce n'est pas toujours celui qui l'a conçue qui va la réaliser. Cause efficiente, efficace. Et puis après, on a cherché en quoi on allait faire cette chaise, et quelle matière. Alors on a cherché le bois, quel bois, n'importe où, quoi, quel genre de bois. Quelqu'un qui est un vrai artisan, il ne va pas prendre du bois n'importe où. Il va chercher son bois. Un jour, j'ai parlé au charpentier qui faisait la charpente là-haut. Alors, il expliquait, alors j'ai dit, tiens, il est rose ce bois, qu'est-ce que c'est comme bois? Il m'a dit que c'est du Douglas. Et pourquoi il a pris du Douglas? Parce que ça résiste aux parasites et tout ça, et que c'est moins cher que le mélèze et tout ça. Donc on choisit et puis il le prend là parce que... Donc vous voyez, il y a une connaissance aussi de la matière. Et je ne peux connaître la matière qu'en la travaillant. C'est pas seulement en la regardant et en étant... L'homme connaît le monde physique d'abord en le travaillant. Si je ne travaille pas la matière, comment connaîtrais-je la matière? Je n'aurais pas l'expérience de cette matière. Vous voyez ça? Et je voyais bien qu'il parlait vraiment de ce qu'il... Alors quand on parlait voilà, de Lupin, des PCA, tout ça, c'est... Et comment... La première connaissance pratique de la matière, c'est de la travailler, c'est-à-dire de la transformer. Transformer la matière n'est pas anti-écologique. Mais comment je la transforme?
Parce que cette matière, elle est mise à disposition de l'homme. C'est pour ça que ce matin, j'ai pris la 4e eucharistique. Bon, vraiment, selon la sagesse, Dieu a voulu l'homme, afin qu'il gouverne la création. Selon la sagesse de Dieu. Mais pas pour qu'il reste là, ne rien toucher, pour que rien ne s'use et que tout reste intact. À la limite, même on fait du mal à la nature si on ne la travaille pas. Et ça, c'est encore plus vrai si je ne travaille pas ma nature humaine, c'est-à-dire c'est ça foncièrement l'éducation. Si je veux laisser l'homme intact, surtout pas le travailler, donc il ne faut pas l'éduquer, vous allez aboutir à une catastrophe. Mais travailler dans le sens de cette nature. Donc en fait, cette nature est qualifiée par le travail qui est fait. Un vrai artisan, il aime la matière, il la respecte, et en la travaillant, il lui rend hommage. Il donne à la matière de remplir pleinement sa vocation, c'est-à-dire de servir le mystère de la personne humaine. Et parce qu'on a une tendance aujourd'hui à tout muséifier, à toucher à rien, mais comme d'un autre côté, on touche à tout, on ne connaît rien, on renverse tout. Vous voyez, si je vais avec un bulldozer dans un truc, vous voyez le rapport à la matière par une machine pareille, si je n'ai pas d'abord fait l'expérience de la matière par mes mains, par un outil, par une réflexion, je ne pourrais pas me servir de façon sage d'un bulldozer. Le but, ce n'est pas d'avoir pas de bulldozer, mais de m'en servir en sagesse. Et je ne peux pas me servir de sagesse, d'un bulldozer, si je n'ai pas l'expérience de la matière. Donc si je ne l'ai pas travaillé. Et donc si ce n'est pas passé par mon corps. Parce que si vous faites simplement ça, vous savez, des manettes, c'est incroyable. Vous savez, c'est aucune expérience de votre corps, de la matière, rien du tout. Parce que tous des trucs pneumatiques et des machins, vous ne sentez rien, c'est tout doux, et pour l'instant, ça fait... Vous n'avez pas de rapport entre ce que vous faites avec votre corps et ce qui se passe dehors. C'est comme si je disais, calculer, c'est appuyer sur une touche. Je ne sais pas ce que c'est calculer. Par contre, si je sais ce que c'est calculer, en appuyant sur cette touche, je suis simplement aidé dans rapidité dans le calcul, mais d'ailleurs le résultat qui apparaît, j'ai pu l'anticiper en gros. Donc je ne suis pas étranger, même si le processus de la machine va infiniment plus vite que ce que j'aurais pu faire. Bon, il y a des gens qui sont tellement doués dans le calcul mental qui vont presque aussi vite que la machine, mais quand il ne s'agit pas de l'intelligence comme telle de l'homme, la machine peut battre l'homme du côté de la performance. Mais l'intelligence, ce n'est pas d'avoir la performance, c'est la pénétration, c'est la perspicacité. Alors on se dit, on va plus vite que l'homme, donc on peut augmenter l'homme. Parce qu'on a pu calculer plus vite que l'homme, donc on peut augmenter l'homme, et on va faire un surhomme. Mais ce qui est propre à l'homme, est-ce que c'est la performance ou est-ce que c'est autre chose? Oui. Donc, l'homme se connaît et connaît son univers à travers cette expérience fondamentale. Je connais mon corps, mon conditionnement à travers ce travail. Celui qui ne fait rien à travers son corps ne connaîtra jamais son corps. Il le prend comme une machine inerte dont il appuie sur des commandes et il ne le connaît pas. Quand vous avez éprouvé vos mains, vos bras, vos trucs en soulevant des choses, en marchant, tout ça, vous apprenez à connaître votre corps. En fait, vous vous l'appropriez à travers cette expérience en rapport avec le monde physique dans lequel on est. Si je ne suis qu'en voiture, et même le jogging, vous voyez, parce que c'est encore courir, c'est la course, après, vous voyez, après il y a encore des gens qui courent
qui court au sommet des montagnes. Alors bon, des fois il s'affale. Ils ont de temps en temps des effondrements fataux. Oh, ben c'est incroyable. C'est remarquable. Du côté de la performance. Et qu'est-ce que c'est les effondrements fataux? D'en mourir. T'as pas vu le fatal? Ah, fatwa. Ah non. Moi je cherchais cardiaque. Moi aussi, j'ai une chose comme ça. C'est en Ben, on en meurt. temps singulier. Non, mais ça va. Ça n'existe pas. Parce qu'on ne l'utilise pas. Non, mais c'est si A alors B. Vous voyez, si par exemple aussi, quand vous êtes malade un petit peu, vous voyez, comme ce jeune malade, normalement la maladie quand elle est jeune, elle se rétablit. Si dès que vous avez une souffrance, vous la supprimez, vous ne connaîtrez jamais vraiment votre corps. De pâtir, de connaître mon corps à travers ma souffrance, c'est comme un travail où je m'approprie mon conditionnement. Je commence à le connaître. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur corps, ils le poussent sans le connaître. Ce qui fait que ça pète. C'est comme une machine, quoi. C'est comme si un drogué, on met un moteur survolté là-dedans, et l'instrument, il n'est pas fait pour ça. Alors il y a toute une réflexion, vous voyez, sur la place du travail dans notre monde d'aujourd'hui. Et combien le travail est formateur fondamentalement de l'homme. Non pas d'abord par sa performance, mais par d'abord la qualité de ce que l'homme peut réaliser, le respect, la réception de la matière qu'il va travailler. Donc pour travailler une matière et lui rendre hommage, il faut la respecter, il faut savoir l'apprécier. C'est comme ça aussi que j'entre dans une certaine connaissance du monde physique dans lequel je suis. Que ce soit la matière inerte, que ce soit du bois, que ce soit, vous voyez, que ce soit même, vous voyez, même de l'élevage. Je peux dire que le boucher et l'artisan de la chair animale, c'est étonnant, un boucher qui vraiment sait découper vraiment un animal. C'est pas rien, hein, mais il va le faire avec respect, en le connaissant. Il va tout de suite voir là, une bonne viande et une mauvaise. Enfin, il va parce que, et puis cette viande, elle est vraiment destinée au bien de l'homme. Enfin voilà, c'est très différent. Alors il y a le scandale périodique des abattoirs, de la manière dont on tue en série et de façon sans aucun respect, comme c'est les poulets, les je sais pas quoi, les lapins, les vaches, vous voyez, j'exploite, alors c'est de l'exploitation, ce n'est plus de la culture, hein, c'est de l'exploitation. Et je pense que on disait, les jeunes commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, qu'on décolle du réel, et qu'on est d'une brutalité avec le réel, et alors après on finit par l'aduler tellement on a peur qu'il nous lâche, et comme on n'a aucune espérance au-dessus de la terre, au-delà de la terre, on va tous se gendarmer et se dénoncer les uns les autres parce qu'on pense que notre salut c'est la terre, comme le radeau de la Méduse. C'est pour ça qu'il y a une tyrannie de l'écologie. Alors quand on monte les jeunes qui font des manifestations pour l'écologie, en tout cas c'est une jeunesse sans aucune espérance parce qu'elle met sans espérance dans la terre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut détruire la terre, mais ça montre une jeunesse qui n'a pas de futur. Sauf la terre. Alors, tout être qui abîme la terre est un ennemi public. Parce qu'on va tous crever à cause de toi. Ben oui. C'est autre chose, la vraie écologie. C'est pour ça qu'elle est inséparable de l'homme. Je ne peux pas faire de l'écologie de l'environnement et pas faire de l'écologie de la personne humaine. Puisque vous voyez qu'il y a un lien très fondamental qu'on touche à travers cette expérience. Que l'homme se forme dans son rapport à l'univers physique, et que l'univers physique vient servir l'homme à travers tout ce qu'il peut lui donner, à travers ce que l'homme a pu transformer et réaliser à partir de ce monde physique, donc de la matière. Vous voyez ? C'est un rapport
qui respecte les finalités. Même si tout est remis à l'homme, pour autant l'homme n'a pas le droit d'exploiter les choses sans considérer ce qu'est chaque chose en elle-même et dans son rapport à l'homme. Parce que c'est là qu'on atteint la démesure. Et quand l'homme est habité par, vous voyez, le profit et la rentabilité, hein, ça le rend, comment on pourrait dire, ça le rend insensible, ça le rend aveugle sur les réalités, ça le rend prédateur, et il se détruit lui-même. Parce que mon corps va avoir la qualité de ce qu'il reçoit du monde physique, puisque la nutrition, c'est me nourrir des réalités physiques qui sont produites par le sol. Hein. C'est pour ça que la culture du sol, par exemple, c'est une des activités les plus fondamentales de l'homme. C'est aussi par là que l'homme peut devenir le plus malade, puisque si je mange des aliments qui sont complètement déséquilibrés et creux et vides, s'il n'y a que de l'eau, de l'azote, de la cellulose et de je ne sais pas quoi, il ne faut pas s'étonner, hein, le corps humain n'est pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas des insectes pour être les éboueurs de l'humanité. Nous sommes normalement là pour conduire le monde à son achèvement. Et si je regarde, vous voyez, actuellement le rapport à la Terre, qui est la matière la plus fondamentale, la Terre. La Terre et le bois. On pourrait dire que la Terre et le bois sont les matières les plus fondamentales. Travailler le bois, c'est pour ça qu'en grec, un oulé veut dire à la fois bois et matière. C'est par excellence la matière que je travaille. Et plus fondamentalement que le bois, c'est la terre. Mais aussi comment travailler la terre, en la respectant. Il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment-là. À la fois, alors il y a plein d'idéologies qui sont aussi là, on va dire qu'il ne faut rien travailler du tout. Je crois que quand on dit qu'il ne faut rien travailler du tout, ça ne se sent pas bon. Mais travailler en sagesse, c'est-à-dire on peut la disposer sans violence et sans la déstructurer. Vous voyez, c'est différent. Oui. Oui, justement, selon ce que vous dites, là, il y a une expérience qui a été faite par des agriculteurs là où j'habite. Oui. On s'est aperçu qu'en griffant le sol Oui. jusqu'à 2 ou 3 reprises pour permettre quand même aux herbes de sécher et de pouvoir semer, on s'est aperçu qu'une luzerne semée sur des terrains comme ça, en cas de sécheresse, les racines descendaient jusqu'à 3-4 mètres pour retrouver l'humidité. Alors que des terrains qui ont été labourés à 40 ou 50 par les sautes de charrue, Oui. eh bien, les luzernes jaunissent et vous avez les racines à 20-30 cm seulement. Étonnant. On ayant à peine griffé le sol. Ben oui, parce que d'une part, le sol est déstructuré, deuxièmement, il est tassé. Donc, en étant déstructuré, il est stérilisé, il devient stérile, très pauvre, parce que tous ces micro-organismes et tout ça sont... On remonte l'argile. Voilà. La terre inerte devient la terre principale, et en plus, il est tassé. Dans l'autre cas, au fond, on dispose, vous voyez, on dispose la terre à recevoir la semence, mais on respecte le sol de telle manière que le vivant puisse s'y enraciner vraiment. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, à vrai dire. Si on réfléchissait un peu, on découvre beaucoup de choses. Hein. L'histoire du motoculteur et tout, c'était juste pour vendre des machines. Hein. Parce que j'ai un collègue, moi, qui est dans la permaculture, et qui s'aperçoit qu'en fait, il ne faut pas labourer. Enfin, il m'expliquait, non, ça ne se remue pas chaque année un sol, tout le verre, on les... Enfin, ça peut servir pour commencer une culture. Pour commencer. Ouais, pour une première fois. Ah oui, parce que ça, c'est difficile. Parce qu'une terre qui n'a jamais été, ou qui a depuis longtemps pas été, alors là, c'est... Mais se servir, c'est comme pour le bulldozer. Je vais me servir du motoculteur au minimum.
quand c'est nécessaire pour ne pas démolir mon corps, parce que voilà, il faut peut-être que je réserve quand même mes forces. Mais après, non. Mais on vendra moins de machines aussi comme ça. Donc il faudra peut-être, elles sont plus chères puisqu'on en fabrique un moins, et donc il faudra peut-être les utiliser ensemble, sans que ça devienne un kolkhoz. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais vous voyez, c'est enraciné dans la réflexion fondamentale sur cette expérience, c'est le rapport à l'homme en fait. Est-ce que la terre est pour l'homme, mais l'homme ne peut pas devenir lui-même sans la terre. Et c'est tellement vrai qu'il est fait de terre. Selon le beau symbole de la Genèse. Donc là, on découvre que la causalité, là je suis le mot un peu plus, si on continue un petit peu les fruits philosophiques d'intelligence de ce qu'on a fait, on a découvert la richesse de la causalité. La causalité n'est pas simplement si A, alors B. Encore, ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation, c'est un lien de nécessité. Mais vous voyez, la causalité a une richesse. Et on va voir que dans les différents domaines du réel, la causalité principale n'est pas la même. Qu'est-ce qu'on a découvert? Sur le modèle de quoi tu vas faire cette chaise? Alors, vous voyez, on peut vous montrer un catalogue. Voilà. Alors, autrefois, aujourd'hui, vous avez un catalogue, alors ça sort de l'usine, bon. Autrefois, on dit, voilà, tu pourrais peut-être me fabriquer une chaise à peu près qui ressemble à ça. Il vous regarde un peu, il regarde si vous êtes grand, si vous êtes petit, et il va vous faire votre chaise, en fait. Vous aurez votre chaise. Pas la chaise standard, vous voyez. L'artisan dans le village, c'est ça qu'il faisait. Donc ça s'appelle la cause exemplaire. Cause exemplaire. C'est le modèle de quoi? C'est ça qui permet de dire à l'artisan ou à l'artiste s'il a réussi ce qu'il a fait ou pas. Et pourquoi des fois il dit non, c'est raté. Je dis, c'est pas mal. Non, c'est raté. Alors, c'est raté en fonction de ce qu'il voulait faire. Peut-être que dans l'absolu, c'est pas raté, mais en fonction de ce qu'il voulait faire, c'est raté. Il n'a pas le résultat qu'il voulait. Il n'est pas arrivé à réaliser ce qu'il portait en lui. Et cette cause exemplaire, ce qu'on appelle le projet, en latin, l'idea, l'idée. Et cette idée est le fruit de l'intelligence qui discerne, qui choisit parmi les possibles, que lui permet l'imagination. On peut imaginer faire une réalité de beaucoup de manières différentes. Je l'imagine. Donc l'imagination a un rôle positif là, parce qu'elle voit des différentes possibilités, et là-dedans je vais choisir qu'est-ce que je vais vraiment faire. Qu'est-ce que je vais choisir? Le choix artistique. Ce choix artistique est de l'ordre de la détermination. Cause formelle. Je crois qu'on était dans la cause exemplaire. Ben oui, mais il y a aussi une cause formelle. Comment vous passez de l'un à l'autre? Parce que je fais un choix. Et après, dans ce projet, après, tout va être déterminé en lien à cette idée-là. C'est pour ça qu'on parle des voies déterminées de l'art. Si je veux arriver à ce résultat, alors il faut faire comme ça. C'est là qu'il y a un processus, vous voyez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on pense qu'à l'efficacité, tout est processoriel. Tout est une question de méthode, il faut passer par là, comme un algorithme. Il faut faire ça, puis ça, si ça passe ça, si ça passe ça, si ça passe ça, si ça passe ça, si c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Voilà, c'est comme ça. C'est binaire. C'est décortiqué. Voilà. Mais vous voyez que l'intelligence sensorielle, elle n'est pas comme ça. Et d'ailleurs,
après, si vous confiez ça à une machine, évidemment, ça va se faire comme ça, mais si c'est un artisan, au fur et à mesure de la réalisation, l'idéa bouge petit à petit et vient infléchir la réalisation. La réalisation, c'est la cause efficiente, cause efficace, qui va utiliser des outils, voilà, et qui va aussi faire un choix de la matière ou des matériaux que l'on va utiliser et mettre en œuvre. Mais si l'artisan, par exemple, il va, au fur et à mesure, ou l'artiste, il va évoluer. J'ai un ami qui est facteur d'orgue et qui harmonise des orgues, et c'est très intéressant quand il restaure des orgues. Il a son idée, quand il voit, oui, c'est ça qu'il faut. Mais au fur et à mesure qu'il le fait, et en fonction de ce qui se produit, parce que c'est le réel, tiens, on pourrait faire plutôt comme ça. Oh. Tandis qu'aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, c'est des marchés. Et alors le devis, c'est une chose encore, mais c'est quand c'est un marché, il faut à tout prix faire ce qu'il y a dans le marché. Et même si au cours de l'exécution, on voit qu'au fond, non, c'est pas ce qu'il y a de mieux, il vaudrait mieux faire autre chose. Ah non, c'est ce qu'on a décidé, on va le faire. On fait des avenants. Comment ? On fait des avenants au marché. C'est ce qui se passait dans mon ministère. Oui, alors des fois, quand des avenants, mais moi je suis l'avènement du Christ maintenant. Des avenants, mais très souvent, c'est très rigide. Oui. Et surtout si ça coûte un peu plus cher, alors là. Et on va dire, oui, il essaie de vous avoir, il va faire quoi ? Non, on fait ce qui était. Et comme ça, on voit des catastrophes au niveau artistique, parce qu'en fait, quand on regarde la réalité et qu'on est face au réel, on voit qu'il faut s'adapter. Dans le sens, il faut une souplesse par rapport au réel. C'est le propre du vivant, il faut être souple. Et c'est pour ça qu'il y a une rigidité dans ce qui voudrait être, assainir ces marchés juteux pour qu'il n'y ait pas de tout ce qu'on veut, on devient rigide. Avec un résultat, des fois, extrêmement décevant par rapport aux sommes faramineuses dépensées. Puisque tout aura été expertisé au-dessus, en dessous, en travers, pour que personne puisse être coupable d'une négligence. Et que personne soit responsable s'il y a un problème. On a tout fait, on a suivi la procédure, tout est parfait. Bon. Donc, vous voyez, c'est un processus, mais qui reste souple. Normalement. Qu'est-ce qui n'est pas souple ? C'est ce vers quoi on tend, la qualité du projet. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'extrêmement exigeant, de déterminé dans la réalisation, dans le processus de réalisation du projet. C'est pour ça qu'on parle des voies déterminées de l'art. Parce que ce vers quoi je vais implique des nécessités tant du côté de la matière que des procédés utilisés, que des outils à faire, etc. Il n'y a pas la place pour la fantaisie d'une certaine manière. Tandis que, on va voir, quand on verra pour l'agir humain du côté de la prudence, c'est justement pas déterminé dans ce sens-là. Je vais toujours être relatif aux personnes. Je ne vais pas transformer une personne. Mon rapport aux personnes, c'est pas de les transformer. C'est de les aimer. C'est de servir leur bien. C'est très différent. Vous voyez, c'est pas une matière quand je peux travailler. Même l'éducation, c'est un art qui est au service de la nature, vous voyez, qui ne va pas les transformer, qui va disposer. Donc la détermination, c'est le bien de la personne. Oui. Ça, c'est dans la prudence. C'est pour ça que c'est souple, la prudence. Donc, vous voyez, donc il y a la causalité finale,
causalité selon la forme, la causalité efficiente, la causalité exemplaire et la causalité matérielle. Il y a une richesse dans la causalité. Et on va voir que dans les différents domaines du réel, ces causalités ne sont pas dans le même ordre. Par exemple, pour le vivant, dans le vivant, quand vous regardez un vivant, tous les comportements du vivant, les procédés que vous voyez dans le vivant, qu'est-ce qui est flagrant chez le vivant? C'est que tout est finalisé. Le corps organique est finalisé par tous les processus qu'il faut pour l'assimilation et pour la reproduction. Aristote disait cette chose très belle. Il y a beaucoup de choses répugnantes quand on regarde les vivants. Bon, ils bavent, ils font. Enfin, vous voyez, c'est pas. Si vous travaillez sur les vivants, j'ai fait de la recherche médicale, alors travailler sur les animaux, c'est pas toujours bon. Et puis, mais ce qui est admirable, c'est que partout règne la finalité. C'est vrai. Mais les atavismes, il y a chez les vivants des atavismes. Les atavismes se prennent de la cause matérielle. Mais les atavismes n'invalident pas l'omniprésence de la finalité. Il y a quand même une omniprésence de la finalité, malgré l'atavisme. L'atavisme est un conditionnement qui peut des fois déterminer quand il est vraiment abîmé. Mais ça ne change rien au fait que tout est finalisé dans le vivant. Un mauvais atavisme est une lourdeur, une rigidité, un truc dans le vivant, mais ça ne change pas la structure fondamentale du vivant. Et vous voyez que quand je réalise quelque chose, ce n'est pas directement la finalité, c'est réaliser cela, c'est la cause exemplaire qui est première. Quand je regarde l'homme en rapport à l'autre, vous voyez, là je vais aussi retrouver, c'est le bien. Dans les rapports avec l'autre, dans mon agir, c'est le bien. Donc c'est de nouveau la finalité. Quand je regarde la nature, la matière, c'est pas d'abord la finalité. C'est toute matière est telle qu'elle est, il y a une détermination, et en même temps il y a une indétermination, il y a un devenir. C'est que sous-jacent, je vois une finalité. Quand vous regardez la pure matière, vous ne voyez pas directement la finalité. Vous voyez qu'est-ce que c'est, de quelle matière il s'agit, et sa capacité à être transformée. Donc, on pourrait dire une indétermination qu'il y a dans la matière. Donc ça, on verra plus en détail quand on regardera les différents autres lieux pour explorer la réalité. Mais pour vous dire que, vous voyez, il y a une richesse dans la causalité et qui se prend de l'intelligence qui interroge selon 5 directions différentes et qui est en rapport aussi avec la constitution même de l'homme, les fenêtres par lesquelles l'homme est ouvert au réel, qui sont les 5 sens. Les 5 sens sont nos fenêtres majeures par lesquelles nous recevons le réel. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'olfaction. Et en rapport à ces 5 sens, on voit les différentes interrogations. La vue est la cause formelle, l'audition, d'où, donc ça c'est la cause efficiente, le toucher, la cause matérielle, en quoi? Quand vous n'avez pas touché, là, le goût, la cause exemplaire,
Et l'olfaction, la cause finale. Il faut regarder un chien. Tout est dans son nez. Il court derrière son nez. C'est extraordinaire. Tout est dans son nez. Tout le reste du corps, c'est pour servir ce qui se passe dans le nez. L'olfaction, c'est extraordinaire. Les animaux sont comme on pourrait dire des esquisses comme ça, qui sont un peu caricaturales et qui nous montrent les choses en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Chez l'homme, curieusement, le sens de l'olfaction est souvent atrophié. Mais parce que sa finalité est spirituelle, et pas directement. Un rapport entre l'olfaction et la cause finale. Moi, tout d'ailleurs, je me perds. Ce matin, C'est l'heure de la sieste. Les 5 causes et les 5 sens. mais là, vous voyez, là, c'est un sujet extraordinaire pour séance de travail intermédiaire. Parce que je vous l'ai montré ce matin. J'ai tout noté fidèlement et j'arrive plus à comprendre. Pourtant, c'est l'heure d'interrogation écrite. Mais regardez, je vous refais rapidement. Quand vous voyez bien que la vision va vous donner de la manière la plus directe, la forme. La forme, et alors je peux prendre la forme aussi, la forme. Si vous dessinez une forme, c'est pas tellement le toucher, oui, vous pourriez toucher la forme, peut-être si la forme est en relief, hein, vous voyez, pour les aveugles, suivre les contours de la forme, pas toucher, peut-être que l'aveugle, il a une bonne mémoire et tout, il finit par intégrer les mouvements de ça. Mais c'est pas extraordinaire le toucher pour voir la forme. Donc la vision, oui, elle va la voir du premier coup. Hein, c'est pour ça que le vision est en rapport à la cause formelle. Le toucher, c'est plutôt en quoi c'est cause matérielle. La vision n'est pas très bonne pour la cause matérielle, vous pouvez vous faire rouler. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout est pour vous rouler. Apparence bois, apparence ceci, apparence ça, apparence ça. Apparence. Et alors moi, c'est quand je vais dans une église, je me demande toujours où est le vrai marbre, vous savez, dans les marbres, les choses baroques. Et alors le stuc, c'est du faux marbre, mais bien limité, parce que c'est de la poudre de marbre qui est refaite. Mais parce que c'est quand même moins cher que le marbre. Le marbre est très cher. Donc où est-ce que c'est simplement du bois peint, où c'est du plâtre peint, après c'est le stuc. Et vous verrez que pour que ce soit du vrai marbre, il faut que ce soit vraiment froid. Même le stuc n'est pas aussi froid que le marbre, mais c'est pourtant de la poudre de pierre. Mais le but, c'est que la vision nous donne l'impression. Donc vous voyez que la vision n'est pas très bonne pour le en quoi c'est. On m'a dit que maintenant on arrive même à faire des plantes artificielles que même au toucher. Oui, Même au toucher. C'est vrai. On a la vide, on ne sait pas si c'est limite même la matière. C'est impressionnant. C'est du plastique mou un peu. Ah, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à Des faire. fausses plantes, Des des fausses fausses plantes, on orchidées. croirait presque que c'était vrai. C'est incroyable. Il faut la déchirer pour voir s'il y a du jus. Est-ce qu'il y a du jus dedans? Ah, c'est incroyable le toucher. Ça, vous n'avez pas besoin d'arroser. Bon, après, regardez, d'où ça vient? Écoutez, c'est l'oreille. Oui. L'ouïe. Efficient, pourquoi efficient C'est un processus d'où vient une chose. Ah. Ça vient d'un rabot, d'un rabotage, d'un tamisage, vous voyez, c'est d'où ça vient, c'est les causes efficientes. C'est le processus par lequel, le devenir par lequel advient une réalité. C'est toujours efficient à devenir. Vous voyez? Après, le goût, c'est toujours... Le goût me met toujours à comparer à une valeur, à une référence. Donc c'est la cause exemplaire. Et le parfum ou l'olfaction regarde l'odeur, le parfum, normalement l'odeur éminente, parce que seul l'homme
distingue les bonnes des mauvaises odeurs. Vous avez remarqué que les animaux ne sont vraiment pas déterminés par la bonne et mauvaise odeur. Non, ils aiment les mauvaises odeurs d'ailleurs. Ils les aiment, hein, je peux vous Ils aiment les dire, mauvaises odeurs. parce que Ah, ça, c'est vrai. l'olfaction... Hein? C'est pour Ils ça, sont c'est pas mauvais. mauvais pour eux. C'est nous qui sentons mauvais, eux ils sentent pas. Non, non, attendez, là, Les Écoutez. chiens qui vont nous ils sont indifférents aux mauvaises odeurs, pardon. Oui. Mais ils peuvent sentir. Ah, ils adorent les mauvaises odeurs. Oui, ça Et pourquoi nous, on a bonne et mauvaise, c'est en rapport à autre chose, tandis que eux, quand ils sentent quelque chose, c'est un rapport biologique, c'est un rapport vital. C'est pas une question de bonne ou de mauvaise odeur, c'est une question de signification de l'odeur. Donc ça touche un individu. Et le rapport et la disposition de l'individu à un processus vital, généralement la génération. Ou pour le manger ou pas manger. Non, mais quand le chien se roule dans Dans le le purin. fumier, dans le purin, c'est pas le. Ça lui fait du bien, ça lui débarrasse de ces machins Mais c'est pas ce truc-là. quoi. Mais C'est une question. ben, si vous prenez le sanglier, dans sa bauge, là, il se met plein de terre et puis comme ça, il entretient son pelage. Oui. Mais alors, le chien, pareil. Et il n'a pas d'interdit. C'est une raison vitale, quoi. Ils Non, ont mais pas de- je vous dis qu'il n'y a pas de référence à bonne et mauvaise Oui, oui, odeur. oui. Tandis que chez ce sens-là, c'est typique chez l'être humain. Ça sent bon, ça sent mauvais. Donc, c'est en rapport au bien et au mal, d'une certaine manière. Hein. Et l'odeur est en rapport à la personne. Parce que la bonne odeur du Christ. Ouais. Ah oui. L'odeur qualifie l'individu. Chaque individu a son odeur. Ah, ça, c'est vrai. Nos odeurs peuvent changer un peu selon notre état de santé, notre état, mais normalement on a une odeur qui fait qu'on est unique. Oui. C'est pour ça que c'est par les odeurs et tout ça que les instincts et tout ça s'éveillent aussi, etc. Par l'olfaction. Alors, pourquoi cause finale? Mais parce que c'est la personne. Ah voilà. Je suis pour une personne. Une personne sans odeur, ça veut dire qu'elle n'a aucun... Elle ne peut susciter aucun amour. Vous voyez ce que je veux dire? Sans odeur, mais au sens métaphorique. Oui. Alors pourquoi il y a un tel engouement pour tous les parfums? Ben justement, c'est pour, Ça, susciter, c'est exotique. c'est pour susciter la séduction, l'attraction. Vous croyez, Oui, vous mais croyez que justement, c'est... on cache son odeur propre qui devrait Ah. être, Mais dites-vous bien que qui devrait il y a des gens, être il y a- suffisante, quoi. il y a des gens qui empestent presque le cosmos entier de trucs, mais c'est un problème personnel. Hein. Il y a un problème d'amour de soi derrière. Mais vous voyez, pour vous dire, vous voyez pourquoi il y a un rapport. C'est pas tiré par les cheveux, c'est lié à l'expérience. Et c'est lié même fondamentalement à la structure de l'homme. Et elle touche l'intelligence. Regardez comme les directions fondatrices de recherche de l'intelligence, ces 5 interrogations, sont enracinées dans notre corps. Et notre intelligence est liée à notre corps. Et nos sens, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Vous voyez ? Et donc après, on pourra peut-être, une fois suivante, redévelopper l'analyse de cette expérience. C'est une opération humaine. C'est l'opération humaine la plus fondamentale. Celle qui m'enracine dans le cosmos et qui en même temps me révèle fondamentalement la condition humaine. C'est le premier génétique de mon expérience, au sens le plus fort. C'est pour ça que tout ce qui touche le travail, la manière de travailler, la qualité du travail, le refus du travail, le penser qu'on n'a plus besoin de travailler, tout ça touche très foncièrement l'être humain et son développement. Ora et labora, c'est quand même par prix et travail. Travail et prix. C'est la devise de Saint-Benoît. Et c'est fondamental, ça. Et Saint Paul, parce que dans les communautés chrétiennes, comme on commençait à s'aimer, tout de suite le parasitage est arrivé,
Les gens ont compris que comme ils sont gentils, on aura à manger même si on ne fait rien. Alors Saint Paul est obligé de faire la police là-dedans, en disant écoutez, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce que c'est inhumain. Je deviens inhumain si je ne travaille pas. C'est pour ça que l'idéal de n'avoir pas besoin de travailler est absurde. Ça montre aussi que très souvent, le travail n'est plus un travail. Parce qu'un travail qui n'engage pas mon corps ou très peu, il faut vraiment se poser la question. Et la plupart des métiers aujourd'hui, ça pose vraiment question. Qu'est-ce que c'est comme travail réellement? C'est vrai. Et le travail aujourd'hui, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment travailler, mais aujourd'hui le pire c'est une espèce d'aliénation, une subordination à certaines personnes, et c'est plus autant gratifiant qu'avant, quoi. C'est moins difficile physiquement et tout ça. Moi je m'aperçois, quoi. J'ai essayé de travailler pour les patrons, je travaillerai pour moi. Le but c'est pas m'enrichir non plus, quoi. C'est juste. C'est pas travailler plus pour gagner plus. C'est ça. le sarkozysme, c'est mieux. Hein? C'est de travailler mieux. non, non. Et ça, vous voyez, c'est faux. Tu ne travailles pas d'abord pour gagner. C'est terrible de rapporter le travail à l'argent. Non, il est bon pour l'homme de travailler. Ça, il faut le redécouvrir. Vous voyez? Et les éléments qu'on a touchés, il faut que chacun le découvre dans sa propre expérience. Comment il est bon de travailler? Et pourquoi souvent le travail n'a pas été bon pour nous? Qu'est-ce qui fait que notre expérience du travail n'est pas bonne? Et qu'est-ce que c'est fait? Et pourquoi? Mais la plupart des travaux ne sont plus vraiment des travaux. Vous voyez, c'est de la saisie de données, c'est du contrôle, c'est du... Hein? Du commerce. Ou du commerce, ou de la stratégie. Ou des protocoles. Oui, de la protocole. Vous voyez, c'est Occuper un très... poste aussi. Comment? Occuper un poste plus qu'un travail, quoi. Oui, alors ça c'est encore une autre chose, mais quand je regarde le contenu même des métiers aujourd'hui, et quand j'interroge les jeunes sur leurs études, vous voyez, les études ne sont plus faites pour déployer l'intelligence. Hein. Normalement, l'université, ça s'appelait Alma Mater. Elle est la mère des intelligences. Elle était pour que les intelligences s'ouvrent pleinement, pour permettre à des personnes d'être vraiment elles-mêmes. Une personne dont l'intelligence n'a pas été ouverte, elle ne peut pas vraiment pleinement devenir elle-même. Vous voyez? Maintenant, c'est quoi? C'est des études qui se professionnalisent. Il s'agit qu'on arrive à répondre aux besoins de production, de stratégie, de je ne sais pas quoi, d'une société. C'est plus une question d'éveiller l'intelligence. C'est de vous rendre efficient pour un besoin concret. Quelle est la différence entre efficient et efficace? Même chose. Synonyme. Efficient, efficace, c'est la même chose. Actuellement. Et vous voyez comment les trucs pour les lycéens qui ont terminé leur lycée, de Parcoursup, là, c'est un truc de gestion des forces pour les optimiser, pour les mettre dans les postes dont on a le plus besoin. C'est utilitaire par rapport à la société, bien sûr qu'ils trouvent de quoi vivre et de travailler, mais c'est plus d'abord former de façon supérieure au grand sens les intelligences. Et ça vient de l'hypertechnicité de notre société, donc de l'hyper-efficience qui va toucher tous les domaines, et spécialement le commerce, le conditionnement des gens, le coaching, les motivations, tout ça, quoi. Et par rapport à la pénibilité du travail, dans la Genèse, il est dit l'homme travaillera à la sueur son travail, comment il se nourrira, ce sera à la sueur de son front. Oui, ça. Alors, ça n'a rien pas avec. Oui, mais merci Elie de poser cette question. Quand vous regardez la Genèse, avant le péché originel, il y a marqué dominer la terre. Donc c'est travailler. Après le péché originel, le travail devient pénible et infructueux.
Puisque sur ton front, avec les chardons qui sont partout, voilà. Il y a une hostilité, il y a une ingratitude. Vous voyez, il y a une espèce de... On pourrait dire que le sol ne répond plus avec amour au travail de l'homme. Il y a une hostilité, il y a quelque chose là qui est... Mais qui exprime aussi que l'homme veut tellement dominer qu'il ne reçoit plus la terre comme elle lui a été donnée. C'est pour ça que les engrais et toutes ces choses-là sont des revanches métaphysiques subconscientes de l'homme sur cette malédiction. Mais Dieu, quand il dit ça, c'est pas qu'il veut punir l'homme. Il met l'homme devant la logique de son mal. Si tu es comme ça, tu vas maltraiter et ton épouse, et tout le monde, et ton environnement, et la terre, et tout. Et tu vas voir qu'elle va te répondre par des épines et des chardons. Et quand vous voyez une terre qui a été travaillée de façon industrielle, là, et quand il y a une jachère, vous voyez les plantes qui restent là-dessus, qui viennent spontanément. C'est très curieux de regarder ça. C'est une pauvreté horrible. C'est horrible. Oui, mais il y a quand même cette force de régénération. Ah oui, quand même. Qui montre que quand même la vie est plus forte. C'est un, on pourrait dire, une signature du mystère de la résurrection, hein, quand même, qui est là. Donc, nous confondons le travail et sa pénibilité. Oui, c'est ça. Parce que le travail il n'est pas fait pour être pénible. Il est bon pour l'homme de travailler. C'est sa qualité d'ailleurs. Parce que, on pourrait dire dans un regard de sagesse, Dieu donne à l'homme d'être un petit créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne crée pas à partir de rien, mais il est appelé à achever la création. La création, Dieu ne l'a pas faite achevée. Il a laissé à l'homme quantité de domaines pour l'achever. C'est peut-être ce que veut dire qu'elle est en attente de la révélation des fils de Dieu. Aussi, oui. Du coup, c'est nous qui rendons le travail pénible. Et qui nous le rendons pénible. Je ne dirais pas ça. Dans notre approche, dans la façon Oui, de vivre. mais il y a aussi une disharmonie entre l'homme et l'univers qui vient de l'orgueil, qui fait que de fait, il est devenu pénible. Mais s'il est aussi pénible parce que moi, je ne l'accepte pas. Et aussi parce que moi, je veux un rendement qui n'est peut-être pas celui que... Et donc, je peux me tuer au travail, ou bien je peux m'affranchir de la pénibilité en utilisant des machines telles que je ne suis plus pénible du tout. Et donc, c'est une revanche. Ah, t'as dit que j'allais travailler à la sueur de mon front. Pas du tout. Et vous, quand vous regardez les chantiers publics, vous avez presque la totalité du personnel est dévolue à la surveillance. Il y a le conducteur d'engin, il y a celui qui conduit le camion pour la suite, et puis il y a celui qui regarde où il faut aller, pas dépasser. Et après, il faut qu'il n'y ait pas d'incident dans l'environnement. Et surtout, on n'a pas le droit d'avoir mal au dos à la fin de la journée. Par contre, il y en a qui font le marteau-piqueur quand même dans la première. Oui, il n'y a plus beaucoup. Mais ça aussi. Alors le marteau-piqueur, là aussi, il faut le... C'est moins pénible que d'aller au marteau comme ça, si c'est très dur. Mais maintenant, si je fais que ça toute la journée, c'est pas humain. Je ne peux pas laisser quelqu'un seulement sur un marteau-piqueur. Il en fait 1 heure par jour. Après, il y a un autre qui le prend, quoi, parce que sinon, on abîme le corps de l'homme. C'est pas comme ça que ça marche. Ben, Moi, c'est hier, on m'a parlé de gens sur le rouleau compresseur, plus de vertèbres. Voilà, plus rien faire, c'est fini. Allez, ciao. Suivant. C'est comme ça que ça marche. Moi, je voulais aller dans le métier technique, honnêtement, je ne me sens pas. Franchement, ça me prennent beaucoup d'argent, mais en fait, c'est de l'exploitation. Les gars, ils sortent de leurs études, ils n'ont pas encore été formés. Au bout de 4 ans, ils vont faire n'importe quoi d'autre, ils sont billets. Voilà, oui, mais oui, c'est là que... Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler. En fait, c'est pas ça. Moi, je m'aperçois. Aujourd'hui, j'ai un choix. C'est où je vais salarier, je suis un esclave d'un patron, comme il va me payer, il va me demander n'importe quoi. Ou alors, c'est pas obligatoire. Mais mon patron, en fait, c'est les charges avec un système où ils vous abrutissent. Oui, mais il n'y a pas que des patrons comme ça. J'ai beaucoup de mal à trouver. J'ai cherché pourtant. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est presque général parce qu'on dirait que les patrons, je ne sais pas, les gens qui sortent de l'école de cadre, ils pensent tous pareil. Mais le problème, Jean-François, le problème, tout le monde est pressurisé. Donc tout le monde fait... Tout le monde, l'obligation du truc, et puis voilà. Et donc tout le monde fait peser sur l'échelon en dessous le machin.
plus beaucoup d'incompétence, parce que tout à l'heure vous parliez de haute technicité, c'est du pipeau, pour moi c'est du... Non, mais il y a de la du haute phare, technicité. hein. Il y a de la haute technicité. Oui, elle existe, mais oui, c'est si. concentré dans très peu d'endroits. Et sinon, c'est vrai que les comptes rendus annuels, les machins, il y a beaucoup de paperasse. Moi, je sais pas. Moi, Mais je c'est suis le en train- contrôle. C'est pour ça que je je dis suis en train quantité de parler avec des métiers. architectes, il faut un relevé topographique. Je sais pas, moi j'ai une maison là, qui a brûlé il y a 6 mois, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien. Rien. Par contre, vous payez des experts, des machins. Mais oui, mais parce Ils que viennent tous personne se ne gaver, paye. les vautours sont tous là. Mais oui, Rien à bouger, ça. mais parce que personne ne veut payer. Mais Les deux. payer. C'est des assurances. Ah, les paieront aussi, ils vont vouloir payer. Mais- Oui, mais dans longtemps, dans longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de métiers comme ça. C'est comme un parasite sur un vivant. C'est-à-dire que la vie est absorbée par plein de choses qui tout le monde vit sur le même truc. Mais c'est la plupart du temps que du contrôle. Oui, les dossiers, c'est des dossiers. Et comme ça, ils n'existent même pas en fait. C'est les experts qui m'en parlent. Hein. Ils n'existent même pas en fait. Mais il Pas est, le temps. mais il est Pas le là. temps. Il est là le dossier. Parce que si un jour il faut, il y a un dossier. Précaution. Et vous voyez, c'est une attitude réflexive et négative. Ben, c'est dû à la judiciarisation de Mais tout c'est derrière pour les ça que c'est États-Unis. négatif. C'est pour ça que ça coupe l'élan vital. C'est pour ça que l'Europe est morte. Elle est vieille. On vit à Londres. Parce qu'elle est que dans la réflexivité et dans la Il faut continuer dans les autres, on n'est pas fait. dans la précaution. Mm. Il ne peut pas y avoir d'élan. Mais au-delà de tous ces constats, c'est très important de voir la bonté foncière. Il n'y a que l'homme qui travaille. Alors, on a encore chanté ce psaume ce soir, cette nuit, 103. On voit toute la création, tout ça. La nuit, tous les animaux qui vont et viennent, et qui s'inventent. Et quand le jour se lève, ils vont tous dans leur terrier et l'homme sort pour son travail. Ah, c'est extraordinaire. Ça. Il faut le regarder, ça. Parce que... Comment? Pour son ouvrage. Oui, bah pour son ouvrage, ça dépend comment c'est traduit. Pour son ouvrage, c'est la même chose. Pour travailler. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est très beau. Donc, l'homme sort pour son travail. Et donc, c'est l'apanage de l'homme de pouvoir travailler. D'ailleurs, j'avais remarqué, quand j'exerçais encore la médecine, dans les années, voilà, tout début 80, là, c'était encore... tout le monde rêvait de ne pas travailler. Hein. Tout le monde rêvait de ne pas travailler. Donc, il fallait se mettre... Encore maintenant. Oui, mais maintenant, c'est un peu plus... Des réactions. Mais il s'est apparu un phénomène, c'est qu'en fait, les gens ont vu qu'ils perdaient leur dignité C'est ça. quand ils ne travaillaient plus. Ça, c'est sûr. Et qu'en fait, ça fait partie fondamentale. Et c'est ce qui explique le nombre de suicides dans le monde agricole. Ouais, ah oui, c'est pour Ça n'a plus de sens, ils vivent que de subventions. C'est ça. La vie n'a plus de sens. Ils courent après. Oui, c'est la subvention qui les fait fonctionner. Donc, Ça n'a plus de sens. c'est à l'envers. Mais alors, ça, c'est beau. Quand tous les animaux, là, ils sont presque tous nocturnes, les animaux, hein, enfin, bon, sauf les oiseaux qui signalent la levée du jour et la tombée du jour. Et on a un concert 2 fois par jour, c'est quand même beau. C'est étonnant, hein, d'ailleurs, ça. Ils chantent le don de Dieu. Hein, il nous a donné un don. Quand le jour se lève, c'est le grand don qu'on reçoit. C'est la prière du matin. Oui, et quand il Le se soir, couche, c'est la prière du soir. c'est le temps de rendre grâce. C'est étonnant. Mais quand le jour se lève, l'homme sort pour son ouvrage. Quand le jour se lève, l'homme sort. L'ouvrage, c'est le travail. Ah oui, c'est drôle, ça me rappelle, ça me fait repartir dans mon enfance. Papa, il disait, je vais à l'ouvrage. Oui, oui. Ben oui, c'est ça. Le jour se lève. J'avais oublié ça. Donc essayez de... Il faut que ça revivifie votre propre expérience du travail. Vous allez voir qu'en fait, on est en rapport ambigu vis-à-vis du travail et que le plus souvent, on essaie de l'éviter. La prière est un travail. Pas directement. Il y a un certain travail dans la prière, mais c'est pas un travail comme tel d'abord. C'est de l'ordre de l'amour, même si ça se travaille. Mais il ne faut jamais séparer les choses, mais elles sont distinctes. Il y a un certain travail à cause
la durée, de ne pas laisser mon imaginaire partir partout. Oui, c'est pour ça que quand on parle de l'œuvre de Dieu, il ne faut pas attendre la liturgie. Oui, oui. Opus Dei. Ouvrage et œuvre, c'est la même Oui, racine. oui. Opus. Opus. Operis. Moi, je me pose souvent la question enfin, je me dis, dans des grandes villes où il y a des grands intellectuels qui ont des salaires à n'en plus finir, Et surtout les chefs d'entreprise. qui sont les premiers à vous dire, on en a marre de ces grandes villes et de leur conditionnement, voilà, de cette vie rapide, de ce stress continuel. Et quand je leur dis, écoutez, rassemblez-vous, si vous aimez la nature, vous dites que vous aimez la campagne, rassemblez-vous, achetez des terres où il n'y a plus d'héritiers, hein, et mettez-vous à la terre, et dans le respect de ce qu'elle est, etc., etc. Alors là, il faut travailler, vous comprenez, alors ça ne marche plus. Ah oui, Ils reculent. Ben oui, parce que là, il faut se remettre à l'école. Hein, Oui, oh là là, c'est ça. Et on voit bien que faut se mettre à l'école de la terre. Mais non. Alors après, le problème, Pour des Pourtant, c'est intellectuels. récent. Hein. C'est tout récent. le problème de ce travail aujourd'hui, c'est cette relation à l'argent. Travailler pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. Et ça gâche tout, ça gâche toute la beauté du travail. Et à cause de On l'argent. travaille mieux sans rapport à l'argent que de travailler pour de Il l'argent. n'y a plus de côté noble de travailler, voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. un don. C'est ce que je disais. Moi, j'ai changé de métier. C'est horrible ce que je dis là. Ça me gênait toujours, après une consultation, que ça se termine avec de l'argent. Ben oui, Alors, bon, quand c'est pas soi-même qui prend l'argent, ça va. Bon. Mais c'est un luxe incommensurable de pouvoir travailler sans rapport à l'argent. sans rapport à l'argent. Oui, c'est affreux. Selon la Providence. C'est Comme ça. la Providence Ça donne. crée il y a comme une, comment dirais-je, comme une Il y a une liberté Ça de gâche temps. le travail. En même temps, le travailleur mérite son salaire. Hein. Mais oui, C'est pour ça. alors comment on fait? Mais- Comment on fait? Dites-moi. Et puis des fois, il y a un don à exprimer aussi. Bah oui. Moi, dimanche dernier, je suis allé aider mon voisin, et je dis, mais en fait, c'est une question, tu sais pas faire. Je dis, mais moi, ça me dérange pas, mais je pense que 1 heure d'une vie, c'est 1 heure d'une vie. Donc, on peut troquer comme ça. J'ai plus envie de faire les choses que ça va de côté de la vie. Parce que les gens profitent aussi. Hein. Mais j'aime bien l'entraide, l'échange. Oui, oui, oui. Et donnant, quoi. C'est pas toujours le même qui donne, quoi. Oui, oui. Et je me régale à faire comme ça. Les juifs, On a plus de plaisir. Bah ouais, tu vois, un dentiste. Bah, c'est bien aussi de faire gratuitement. Hein. Hein? Alors en même temps, il faut de Ouais, mais l'argent. bon, je m'aperçois gratuitement. Et puis le pauvre, il faut qu'il exprime sa richesse. Moi, je vais pas venir un mercredi ici, bosser avec les volontiers. Après, c'est vrai que moi, j'ai l'expérience, quoi. Après, ça devient une habitude, on vous écrase, et puis c'est une obligation. Et ce dont je m'aperçois aussi, c'est, je crois qu'il y a eu, je ne sais plus quel passage de la Bible, où il y a quelqu'un qui fait des silos, qui garde du grain. Oui. En fait, c'est ça la base de tout. C'est quelqu'un qui veut s'enrichir plus que les autres. C'est une parabole. Hein. Voilà. Qui a fait une grande récolte. Il a voulu dire tiens, je vais construire des greniers et puis je vais me la couler. Eh bien, c'est ça qui est à la base. Et grâce matinée. Mais oui, mais. Il n'y a pas du bien, le truc. C'est pas seulement, mais c'est pas seulement la pas du pas travailler, c'est ne pas travailler. Et d'avoir une vie paradisiaque. C'est vrai, mais c'est pas C'est comme ça qu'on est arrivé, ça. D'avoir la retraite à 40 ans, et après, plus rien. C'est le paradis. Je travaille 20 ans, et puis après, c'est le paradis. Après, il y a le diagnostic médical final qui tombe, et là, t'es cuit. Et puis le paradis, on Et sent vous voyez comme il est cruel, le paradis. Non seulement c'est plus 40 ans, mais ça monte. C'est 67, c'est 60, je sais pas où. Donc, c'est pour ça que c'est tellement. C'est une désillusion. Parce qu'on nous a fait rêver quelque chose. Et si je peux vous dire, c'est hier, je crois. Hier, je parlais avec un ami d'enfance, quoi, Stéphane, qui parlait de la génération de ses parents. Ils ont tout. Presque on leur en veut parce qu'en fait, ils n'ont rien calculé, l'écologie, on ne parlait pas. Aujourd'hui, on en est où? Les jeunes, là, moi je sais pas, mes enfants, je leur parle de quoi? Je leur dis, ben, tout va bien. Non, je peux pas. Je peux pas leur mentir, je suis obligé d'être honnête avec eux. Mais c'est vrai qu'il y a eu des générations, ça a été grand luxe, quoi. Peut-être qu'ils encombrent le purgatoire au moins. Le purgatoire. Eux aussi, peut-être s'ils vivent avec sagesse leurs conditions plus difficiles, ils seront peut-être au ciel directement. Il faut regarder l'eschatologie, il faut faire le vrai jugement surtout. Je ne sais pas si les 30 glorieuses ont fait beaucoup de saints. Ah ouais. Voilà, exactement.
30 glorieux, c'est-à-dire. Depuis les années 60 Voilà. jusqu'à 60 à 90, 80. c'est les 30 glorieux. Depuis, je sais pas si ça va de la sainteté. Et ils se sont servis. Je sais pas. C'est pour ça que oui, la vie est plus difficile. Un château qui vient d'être squatté par ce qu'on appelle des hippies, vous savez. Il y en a eu dans les boîtes aux lettres, alors ça n'a pas traîné. Alors bien sûr, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Ils vont dans les grandes surfaces récupérer ce qui est encore consommable par rapport aux dates de consommation. Et puis on recevait dans les boîtes des invitations. Alors le pain le lundi, le mercredi l'orgie, à partir de 7h l'orgie. Donc vous aurez tout. Orgie Vous pourrez profiter de la folie. Je vous disais que mon environnement. On comprend tout. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes un paratonnerre pour ces êtres. C'est sympathique. Oui, c'est vrai, on vit pour les autres. Sur le papier, c'était écrit orgie. Ah bah oui. Et alors quand ils arriveront devant le jugement particulier, ils disent oh là là, mais ça va être terrible pour nous. Normalement oui. Ah mais les frères Ange, Même les gens. il a prié pour vous. Même les gens sont Vous avez de la chance. En vertu de frère Ange, on vous fait une remise. On ne vous demande pas 10 heures de jour, on trouve que ça. Chez moi, il y a un panel, vous avez le choix. Vous pouvez venir, ne pas travailler, pas de problème. Il y a des fenêtres qui se passent à 11h du matin. Vous avez tout ce qu'il faut. Le mariage homosexuel, enfin tout y est. Quoi. Les lois d'infamie, enfin tout y est là-dedans. Vous trouvez tout le pauvre mec là, qui tout seul de sa prière. Là. Quand il est à l'adoration, il y a personne. En montagne. L'encouragement. L'évêque me dit qu'il faut adorer tous les jours, donc je suis tous les jours en train de me cailler le dos à 76 ans, mais jamais personne qui me suit pour venir adorer. Mais invitez-le et vous lui dites, écoute, il fait bon chaud chez moi l'hiver. Seigneur, venez avec moi. Venez adorer dans le froid. C'est sûr. Il faut proposer autre chose, il faut différencier l'autre. Il faut pas proposer. Mettre des papiers dans les boîtes aux lettres. La concurrence. Alors, heureusement, je le prends avec l'humour, mais bon, voilà quoi. Vous savez, comme cet ermite en Chine, il y a, je sais pas quel siècle c'était, un ermite en Chine qui, durant son vivant, n'a converti personne. C'est après sa mort Voilà. que les gens. Voilà. Il y a de l'espoir. C'est Dieu qui. Et ce château va devenir un C'est pas monastère. l'ermite qui va. Voilà. Et le château deviendra un monastère. Ah, elle va y aller, c'est pas mal. Donc vous voyez, Oui, je vous ai déjà pris une bure là, pour le travail. Une bure usagée, bien sûr. Parce que j'en ai besoin pour le travail, quoi. J'en ai une, mais voilà. Peut-être qu'ils auront ça. Je donnerai le modèle. Le modèle. Alors après, attendez-vous, il faudra agrandir la pièce. oui, on agrandira. Non, Mais vous comprenez l'enjeu de chercher, vous voyez, cette dimension fondamentale de l'homme. Il faut la creuser. Là, c'est débroussaillé rapidement. Hein. Et il faut la creuser. C'est les racines. C'est les racines de l'homme. Oui. Le pape parle beaucoup des racines. Alors aussi par rapport au passé et tout ça. Mais je suis... On voit, et ce retour à des métiers simples. Vous parlez du pape, il y a le soleil qui sort. C'est chercher l'enracinement, en fait. Est-ce que je peux m'assurer si j'ai bien compris une chose? Oui. Quand vous dites qu'il nous faut comprendre l'alliance entre l'intelligence, l'imagination et le corps, est-ce que c'est ça la causalité? Non, ça c'est ce qui vitalement est engagé dans cette opération, dans le travail. L'intelligence liée à la main, mais une intelligence liée à l'imagination. Donc elle est possible. C'est ce que ça mobilise dans l'homme. Et ce qui me fait... Je commence à comprendre mon intelligence, je commence à comprendre mon imagination, je commence à comprendre mon corps, spécialement par ma main, dans l'expérience du rapport à la matière pour la transformer. Sinon, je ne la connaîtrais pas. Je ne connais une chose qu'en la vivant.
Donc je commence à découvrir mon intelligence, ma capacité d'imagination et combien mon corps peut devenir instrument de cette intelligence et de cette réalisation qui va me faire connaître en un début de connaissance de mon corps et spécialement de ma main. Mais c'est que le début. Après, je dirais pas que c'est tout travail en fait. Je réfléchis. Après, ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un travail vraiment humain. La parcellisation, le fractionnement des tâches, Oui, mais c'est pas le humain, keynésianisme, c'est faire un gars qui fait toujours le même mouvement en fait. Plus personne ne peut concevoir une machine entière parce qu'en fait, il ne fait que serrer un bout. Oui, mais ça a disparu par les robots. Oui. Ça va disparaître. Ouais, mais seulement. disons que ça existe toujours. Mais alors, l'homme va travailler en surveillant. Donc toute la journée, il a surveillé. C'est comme un gardien de musée, il est là, assis sur son chaise dans une salle, toute la journée. Sauf que l'homme, finalement, le rend de plus en plus dépendant. Avant, il était dépendant de la nature, c'est pour ça qu'il travaillait la terre. Aujourd'hui, on me demande, mon grand-père, tout ce qu'il savait, ben, mon grand-père, il n'est plus là, puis il ne m'a pas tout transmis, tiens, puis il n'a pas transmis à mon père non plus. Mais, voilà, et le souci, il est là aussi. C'est que ça ne s'est pas transmis, il y a une coupure, et le fait, en fait, qu'on soit... le magasin fait que je ne transmets plus rien. On est dépendant, quoi. Demain, il ferme, on fait comment? Voilà, mais voilà. chacun ça. On est là pour ça. C'est ça. Vous allez dans n'importe quelle ferme aujourd'hui, s'il se déclare... sortir du système. S'il y avait une guerre en France aujourd'hui, n'allez pas à la ferme acheter des œufs, il n'y en aura pas. Le fermier en question, il a la plus belle cuisine américaine qui soit, et il va assisteront faire les courses au supermarché, c'est fini, il n'y a plus. Il dit aux gens qui arrivent des villes, mais vous n'êtes pas à la campagne, il n'y a plus de campagne. C'est l'homme qui fait la campagne, c'est pas les maisons ni les arbres. D'ailleurs, vous n'avez pas de poules. Le vrai fermier, Mais vous avez des œufs là? C'est la fin du monde. le vrai fermier, il a des œufs chez lui. Aujourd'hui, ce sont des producteurs. Ils sont comment pourrais-je dire là, on a fait le ramassage des pommes dans ma commune. 3 jours avant le ramassage de ces pommes-là, de cette parcelle, il y avait les traitements à fond de ballon. Mon fils travaillait à l'hôpital de Gap et après analyse, on s'est aperçu que les traitements ne sont pas seulement sur la peau de la pomme, ils sont même jusque dans le cœur de la pomme. C'est sûr. Et alors, D'où l'avantage de manger les poires, parce que c'est richiel, alors que trop long les pommes, ça prend. Vous habitez au poids, il y a 2 petits qui habitaient à côté des vergers, ils sont pas dans quoi. Les traitements. Bah oui, je comprends. C'est qu'une. Mais dis donc, encore. et n'allez pas leur dire de changer, parce qu'ils disent oh, il faut changer l'outillage, si on travaille autrement, ils ne veulent pas. Voilà. Oui, mais après, vous voyez, après eux-mêmes, la grande distribution, c'est elle qui dit. C'est elle qui détermine tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que tout le monde est sous pression de l'autre. C'est ça. Et qu'à un moment donné, il faut beaucoup aimer la lumière, je crois, la lumière. Et peut-être le mystère qu'on est appelé à vivre, c'est-à-dire d'être... Le mystère de l'amour, de la charité, Oui, de la proximité, notre mystère de l'entraide fraternelle, de vivre sur cette terre, en fait. Il n'y a plus de proximité. Sur cette terre. On est dans ensemble de depuis concentrer. on se connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et d'ailleurs, ça s'accélère quand même vraiment là depuis quelque temps, moi je crois. Ah Parce oui. qu'il y a des phénomènes, vous avez vu dans les centres-villes maintenant, dans les petites villes, il y a beaucoup de commerces fermes. Bah, Et il y a peut-être les autres donc c'est qu'on a tout fait. sur Internet. Tout, Bah, ça, ça, et donc quand vous disiez qu'il fallait Bezos, toucher, qu'il fallait les voir, entrepreneurs, ça n'est plus Patron ça, de- c'est du virtuel. Et ça montre bien qu'on va vers ça quand même. Mais ça s'accélère, ça va très très vite là. hein. Là, Et jusqu'à ce que le serpent se morde la queue. C'est les chiens qui prennent le relais. Après, je ne sais pas ce que ça Les chiens fera, qu'on aime bien Ouais. mettre. mais On fait il connaissance. faudra être pauvre. oui. Oui, ça crée des réactions. Regardez ces jeunes. On adore Et les ils sont gens. pas La seuls. hein. qualité, On a changé le sens des mots. Je pense là que aussi. plus On adorait. on se déshumanise, plus on suscite des réactions. On a gardé le sens C'est des mots. très, C'est à tel degré. c'est un tout petit signe. C'est C'est devenu un une signe. réalité. C'est un signe de Non, on vitalité. adore C'est les le signe gens. le plus. J'adore. Non, je m'énerve un peu. Peut-être que justement, ils vont être trop forts. Oui, oui, peut-être. Voilà. On n'a pas entendu faire De quoi je dis là, en festival. Non, on parlait de ces jeunes qui
qui veulent revenir, enfin qui cherchent en tout cas, qui veulent pas une vie factice en fait, quelque chose, qui veulent quelque chose qui de réel quoi. Alors je disais c'est un tout petit nombre, mais c'est pas un nombre qui fait tout non plus, c'est vrai. En tout cas c'est un signe. Voilà, je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Je ne sais pas. C'est à nous de les aider. Il ne faut pas rester au stade de l'étude ou d'avoir compris. Il faut maintenant rentrer dans les faits et aller les aider. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, c'est pour ça qu'ils sont là. Voilà, tant mieux. Merci à vous. Contre vent et marée. Merci. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que sinon, c'est vrai. Et je me dis que j'en avais autant d'espérance pour des choses, mais pour Dieu, qu'ils n'en ont pour. Donc, ce serait quelque chose. Parce que le premier hiver qu'ils ont passé ici, je ne sais pas comment ils ont pas plié bagages. Même eux le savent pas. Mais je crois, hein. Parce qu'il a pas Vous en parlez à Margot, il a fait. elle recommence. Ah non, mais là, elle a été. Je pense qu'elle était à doigt de. C'est ça, il faut. Ah oui. Je pense qu'il est À nous de là aussi. Bah oui, on les réchauffe sans qu'ils le sachent. Bah oui. Non, mais c'est ça, c'est pas un vital. Ça, les portes. C'est ça, je crois que c'est ça aussi, c'est qu'ils sont dans leur idéal de vie et leur projet de vie, mais ils ne se rendent pas compte de la présence de Dieu qu'il y a ici. Hein. Et c'est ça qu'un jour il faudrait qu'ils fassent la connaissance de ça, parce que ça ne se fait pas que par la foi humaine, il y a aussi la grâce de Dieu, parce qu'il y a un lieu de prière en haut, en bas, enfin ils sont entourés de Dieu. Quoi. Et ça, il va falloir que ça bascule. Oui, mais qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça? C'est essayer de devenir chrétien. Oui. C'est ce que je peux faire. C'est quoi? Essayer de devenir chrétien. C'est vrai, je crois que c'est ça. Essayer de devenir vraiment chrétien. Parce qu'on voit bien qu'on est peu chrétien, on est à peine chrétien. Enfin, c'est tellement grand d'être chrétien, c'est tellement divin d'être chrétien qu'en fait, chaque matin, on dit la première prière, ça devrait être donne-moi un désir de devenir chrétien. Si je pouvais devenir chrétien, ce serait si bien. Oui, parce qu'ils vous regardent. Je pense, oui. Et puis alors, il y a des attrape-mouches qui regardent toujours ce qui n'est pas chrétien, c'est sûr. Mais c'est pas intéressant. Ce qui est commun à toute l'humanité, c'est pas. Mais ça dépend de l'orientation intérieure. Si je cherche vraiment ça, je ne vais pas m'arrêter à ça. Si je dis qu'il n'y a rien à trouver de ce côté-là, je vais m'arrêter à ça. C'est pour ça que ça peut virer dans un sens comme dans l'autre. Et en même temps, ils ont toujours dit, dès l'origine de leur réflexion ou projet, que leur projet ne serait pas le même si c'était ailleurs que sur les terres d'un prieuré, avec des moines. Et donc je pense que pour eux, même si ça ne parvient pas encore à s'incarner dans une conversion, je crois que ce n'est pas du tout indifférent. On dit ça, mais Guillaume vient à la messe déjà. Oui, mais Donc était il porte aussi déjà, les autres. Oui, mais je ne sais pas s'il porte les autres. mais en tous les Il cas, en il en vit, puisqu'il le vient, c'est pas pour faire bonne figure, je pense. Ah non, ça, Donc je crois pas. c'est déjà, on peut dire, comme une démarche. Hein. C'est-à-dire que les lieux de prière fertilisent. Ouais. Oui, je parle de fertilisation dans le sens de l'âme. Oui. Quand le Dalai Lama a été reçu en Chartreuse à Grenoble, je me souviens à l'époque, parce qu'on ne visite pas la Chartreuse en fait, hein, on est reçu par le prieur, et donc il a été reçu au bureau d'entrée. Il dit en traversant la cour, il dit je sentais mon corps qui lévitait. Vous voyez, 1000 ans de prière. Ça parle. Ce sont quand même des êtres qui ne sont pas des imbéciles, hein, à ces degrés-là. Il dit j'avais l'impression que je volais en allant jusqu'au bureau, en traversant la cour. Tout parle. Donc la prière pour moi c'est le fertilisant premier, je dirais, de tout. Voilà. Il faut que la prière soit enracinée dans le travail. Aussi. C'est comment? Aura pris, aura et travail. Labora. Aura, et, labora. Labora, c'est le A que je cherchais.
C'est la devise des bénédictins. Mais c'est fondamental. Hein. Bien sûr. Et vous savez, il y a un très beau livre qui est apparu il y a quelques années, Le Paris bénédictin. Oui. Le quoi? Pareil. Rogers, c'est je David. Oui, justement, qui remet un petit peu, qui reprend cette formule aura et labora, Oui, parce qu'en fait, elle dit qu'il y a une interpénétration entre aura et labora et labora et aura. Donc, c'est pas, mais c'est ce que vous disiez dès le départ, c'est distinguer, c'est pas opposé. C'est pas, on passe de l'un à l'autre. Non, c'est... Et oui, pourquoi aura et labora? Parce que lorsque vous regardez des plantations, un jour je passais devant une plantation on en fait des pour Noël, là, vous savez, là, des coins. Oui, Voilà, des cognaciers. Et j'entendais cette voix, je vous dis à tous, je ne vais pas le cacher. Qu'est-ce que fait l'homme? Et qu'est-ce que je fais moi? La sagesse divine, la sagesse créatrice, c'est la constamment l'heure, le jour, la nuit, sans jamais d'arrêt, sans interruption, par le soleil, par la pluie, par le climat, les saisons. Qu'est-ce que fait l'homme et qu'est-ce que je fais moi? Même quand on croit qu'on a fait quelque chose, on n'a encore rien fait en fait. Et combien de saisons? Parce qu'il a 500. Mon père, j'ai juste une petite question. Sur le 4. Est-ce que les sciences modernes, au fond, en recherchant les lois, elles restent du côté de la cause efficiente ou pas? Ah oui. Toujours elles sont liées à la cause efficiente. Les causes matérielles. Mais la cause matérielle est toujours liée à l'efficience. Ou non-efficience. L'obstacle à l'efficience. La limite à l'efficience. Elle n'est jamais désintéressée. La science moderne ne peut jamais être totalement... Elle n'est jamais désintéressée. Elle est foncièrement opérative. Oui. Quelle question? Est-ce que la loi... Les sciences modernes restent du côté de la cause efficiente. Uniquement. Oui, vous avez parlé des lois. Oui. Parce qu'elle découvre des lois, la science moderne. Ouais. Et donc la mise en œuvre des lois est efficace. La réussite dans l'efficacité, c'est jamais dans le... Et toujours quand il y a une Dans la découverte... finalité de autre chose. Et il y a toujours... C'est pour ça qu'elle est liée indéfectiblement à la technique. Elle est toujours opérative, la science. Bien qu'on l'espère beaucoup de découvertes. Hein. Les modes et les trucs font qu'on se perd beaucoup de découvertes qu'on pourrait mettre en œuvre bien autrement que comme on le met. Parce que tout le monde court dans le même truc. Alors La cause finale, c'est Dieu. La cause première, c'est Dieu. Oui, alors la cause première, c'est encore autre chose. On n'en a pas parlé. Non. Parce qu'on n'a pas parlé de Dieu. Donc alors toutes les 5 causes dont on a parlé, oui. Elles sont rattachées comment à la cause première? On n'est pas encore à la cause première parce qu'on ne sait pas si elle existe encore. Je ne peux pas vous dire ça puisqu'on n'a pas découvert. Je pourrais répondre à ça que quand on a découvert ce que c'est que cette cause première. Oui, les 5 autres sont la dépendance. Enfin, je dirais, on verra. Non, il y a une réelle indépendance des causes, c'est des vraies causes. C'est ce qu'on appelle en théologie des causalités secondes. Il y a une vraie causalité. Ce n'est pas Dieu qui fait tout fonctionner. Il a donné que des choses opèrent selon ce qu'elles sont. Ce sont des lois de sagesse. Non. C'est ce qu'est le réel. Il y a les causes dans le réel. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Et il a vraiment mis dans l'univers physique, qui est spécialement dans l'homme, de quoi œuvrer en son nom propre. C'est pour ça d'ailleurs que je serai aussi responsable de mon agir. De mon agir. Ouais. Je ne suis pas du tout téléguidé. C'est ce qui fait qu'on embrume le libre arbitre de l'homme, Oui, oui. hein, n'est-ce pas, dans nos sociétés. Oui, il y a le libre arbitre. Voilà.
C'est ce qu'il faut penser. C'est la télé qui vous dit ce que vous pouvez penser. La philosophie part de l'expérience d'en bas. Alors dans un regard ultime de sagesse, tout dépend de Dieu, mais pas directement. Dans la philosophie, regarde les choses d'en bas et détermine qu'il y a 5 causes au réel. Mais elle le découvre, elle le détermine pas, elle le voit. Je vous ai montré d'où elle sort. Elle n'a pas inventé les 5 causes, regardez. On les a découvertes à partir de l'expérience la plus fondamentale. En fait. J'ai une question. Est-ce qu'on ne va pas ouvrir un chantier sur cette question capitale? Tu viens de dire Dieu nous demande de travailler en son nom. C'est une livre. Et c'est pas ça que tu as dit? C'est pas ça que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas entendu. Le travail et la prière. En son nom. Mais c'est pas une affirmation de foi, c'est parce qu'on a tout reçu de lui et donc on va faire fructifier avec notre liberté. Oui. Mais c'est pas. Je ne travaille pas en son nom. C'est pas théologique. Après, ça c'est dans la grâce, dans le sacerdoce royal, je travaille en son nom, puisqu'il me fait participer à l'œuvre même du salut. Mais ce n'est pas directement. Après, c'est une étonnante. C'est une surabondance nécessaire, on pourrait dire, mais en lien avec ce qu'est l'homme, puisqu'il est appelé à œuvrer. Quand je dis, Père, que ton règne vienne par mon travail, est-ce que je peux dire par mon travail que ton règne vienne? Est-ce que je peux prier comme ça? Ce n'est pas que par mon travail. Que ton règne vienne. Je dois désirer d'abord ce que Dieu veut. Ce serait. Parce que le problème, c'est qu'on ne désire rien ce que Dieu veut. On voudrait qu'arrive ce qu'on pense qui est bien. Mais pas ce que Dieu veut. Que ton règne vienne. Ça, c'est vraiment mourir à mon idée des choses. Pour ouvrir au Père, ça. Hein, c'est vraiment autre chose. Que ton règne vienne, c'est vite dit. Est-ce que je veux que son règne vienne? Non, moi je voudrais qu'il se passe comme ça, que c'est ça, qu'il fasse puis que ça se passe comme ça, puis Et c'est ça, Sainte Faustine, avoir confiance en la providence. Mais le règne de Dieu, il n'est pas du tout comme on le pense. C'est pour ça que quand on lit la Bible, on apprend à voir que la manière dont Dieu agit n'est pas du tout ce que l'homme imagine. Et ni pour son confort, ni pour son... Si on applique tout ce qu'on vient d'entendre, ces 5 causes, si on vit tout ce que l'on vit, toute notre vie, on la vit de cette manière-là naturellement, on est dans l'instant présent, on est dans ce que Dieu attend de nous. Enfin, si on revient à Dieu, si on amène Dieu. Et on n'a pas besoin de penser à Dieu, puisqu'on est dans cet instant. C'est comme ça d'ailleurs que le travail peut devenir une prière. Travailler comme on doit travailler. C'est pour ça que le travail peut devenir une prière. Oui, voilà, et c'est le sens de l'offertoire actuel, fruit de la terre et du travail des hommes. Oui. Alors c'est pas marxisme, évidemment c'est sorti dans un contexte où il y avait le marxisme régnant dans l'église d'Occident, alors ça sonnait mal parce que le travail c'était la praxis et tout ça. Bon, mais c'est pas ça que ça veut dire. Fruit de la terre et du travail des hommes. Oui. Une petite question par rapport à ce rapport de relation entre la cause et les lois. En fait, en vous écoutant, je me suis demandé, j'ai l'impression que j'ai un peu mieux compris que peut-être cette activité artistique, le travail, ça me paraît que ça permet de vraiment plus clairement voir la différence entre cette relation harmonieuse à la fois entre la cause et les lois, parce que est-ce que dans l'activité de travail, l'activité artistique, donc la cause d'une certaine façon est on voit qu'elle est extérieure, transcendante aux lois naturelles de la réalité sur laquelle elle agit, et du coup, mais pour que l'œuvre soit réalisée, cette cause artistique efficiente
et toutes les autres causes exemplaires doit respecter les lois naturelles. Donc, et les lois naturelles sont internes dans chaque réalité, qu'elle soit physique ou psychique. C'est-à-dire, c'est comment cette réalité va réagir. Du coup, je ne sais pas si j'ai un peu mieux compris que les lois sont internes, un peu immanentes aux différentes formes de réalité. Conditionnement. Comment? Conditionnement. Mais du coup... Je ne peux pas agir indépendamment de mon conditionnement. Mais la cause transcende, il y a quelque chose. Après, c'est, quand tu regardes la nature, il y a aussi des causes. C'est une analyse plus profonde, selon les causes. Même dans la nature. Je suis claire? Non. Ma question, c'est quoi? Comment? Les causes agissent au-delà, mais dans l'inconditionnement. Si c'est pas désincarné. Mais la cause ne peut pas changer les lois. Comment cette matière déterminée, une réalité déterminée, va réagir? Oui, mais les lois sont une abstraction de ce que c'est que la connaissance de telle matière. Quand je connais telle matière, sont impliquées les lois qui sont dedans, que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas. Mais l'artiste, en connaissant cette matière, et en la travaillant selon ce qu'elle est, il travaille au-delà, mais en respectant les lois. C'est quand je la violente, quand je fais des choses qui violentent la matière. Alors j'essaye de nier ce conditionnement pour un autre truc. Donc je commence à violenter. Alors, par exemple, si je cultive des plantes hors sol et que je pense que les plantes, je vais les faire pousser rien qu'en les nourrissant comme je nourris des poulets, j'ai une vision complètement perverse de la terre en pensant que je dois apporter des nutriments. Alors que normalement, je ne sais pas apporter des nutriments. C'est la terre qui doit être soignée et qui, elle, nourrit la plante. Tandis que je crois que je vais nourrir la plante en la nourrissant d'éléments chimiques. C'est complètement... Là, je sors de ce qu'est la terre, je nie la terre, je la réduis simplement à un pur support matériel. En faisant ça, les plantes que je cultive deviennent nécessairement hétérogènes vis-à-vis du corps humain et vont devenir toxiques. Ça, en tout cas, ça va l'encrasser, ça va ou ne pas le nourrir, ou l'encrasser, ou le rendre malade. C'est tout. Ça touche tous les domaines. Ah oui, là, c'est un exemple. Oui, oui. Je veux dire, je sais pas, ça peut être les croquettes qu'on donne à un chien, ça peut être à tous les niveaux, quoi. Oui. Ça veut dire qu'en fait, l'homme il est allé trop loin dans la consommation, il faut retourner vers la nature. C'est-à-dire qu'il est allé, il vise un rendement. C'est ça. Comme il vise un rendement, c'est pas ça, cultiver une plante, viser un rendement. À force de viser un rendement, je recherche que le rendement. Donc je ne sais plus ce que c'est que cultiver. Donc je fais comme je force l'oie en la gavant, je fourre à la plante des produits chimiques. Voilà, mais ce n'est plus une plante qui a bénéficié de la terre. Donc elle est complètement déséquilibrée. Elle est malade, cette plante. Elle est malade. Comme d'ailleurs les poulets quand elles sont malades. Si vous les laissez vivre un peu plus longtemps, ils crèveraient tous. C'est plus en harmonie avec les besoins du corps. Mais non, ils sont hétérogènes au corps humain. Oui, c'est parce qu'ils sont même plus élevés, ou que ce soit plantes ou animaux, ils sont plus du tout élevés selon leur nature, hein, Mais non. et au rythme de leur nature. Donc tout est déjà, même sur par l'alimentation, ils n'ont même plus le rythme naturel qu'ils devraient avoir. Donc, Et c'est pour ça que là, je vais contre ces lois. Contre la nature. Mais les lois même fondamentales que montre la science. C'est pour ça que la science peut être un lieu qui me remet dans le réel. En disant, mais écoutez, regardez ce que vous faites. Vous avez compris l'assimilation comme ça, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Des bons scientifiques vont vous montrer. Mais c'est ça, faut-il que la science soit au service du bien oui.
Mais vous savez, il y a une Pas du utilisation. rendement. Il n'y aura pas de rendement. Il y a une utilisation idéologique de la science aujourd'hui terrible, idéologique et économique. Tout à fait. Mais c'est une trahison de la science. C'est ça. C'est pas la science au sens fort. Il est l'heure. Alors, Tout est aligné. les anges nous donnent l'heure. Non, parce que je suis à 1 heure d'ici. Ah oui. Donc vous voyez comment l'enjeu de retour au réel. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il faut travailler. C'est dimanche. Un dimanche après la messe. Et les Qu'est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce qu'on va préparer. Il faut que vous refassiez la démarche. Alors, sur alors, quoi on travaille Pas sur ça. Les causes, les causes. On revisite ça. Ah oui. Voilà, dans Mais une semaine, on comprendra c'est tout. pas en vous servant ce que j'ai dit. Non, ça reste. C'est en vous servant ce que j'ai dit pour éclairer votre propre expérience. On écrit là. C'est ce qu'il faut que, c'est à partir de ça que ça vous allez vous-même découvrir. Il faut que vous-même découvriez. C'est pas c'est pas parce que je l'ai dit. C'est pas parce que je l'ai dit. C'est parce que c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Si vous creusez vous-même votre expérience, l'expérience va vous le dire. Elle va vous le montrer. C'est-à-dire que ce sont des balises. Oui. Bah, c'est comme, voilà, on avance, parce que si on est tout seul, on ne sait pas où aller. Donc, quelqu'un qui a montré le chemin. Maintenant, si moi, je ne fais pas le chemin moi-même, je ne connais pas la route. Allez, courage.